lorsqu'on réfléchit à une conversion à l'agriculture biologique, de réfléchir plus qu'un cahier des charges. L'agriculture bio, c'est des grands principes. Premièrement, on va interdire, ça vous en doutiez, tous les produits chimiques de synthèse. Donc tout ce qui est herbicides, fongicides, insecticides, on supprime tout. Comme toute règle, il y a quelques dérogations, mais ces dérogations sont uniquement sur des produits naturels. Et aujourd'hui, on a un cahier des charges qui est très bien fait là-dessus, parce qu'on a un cahier des charges à annexe positif. C'est-à-dire que si dans le cahier des charges, le produit que je vais utiliser, il est inscrit dans les annexes, c'est possible. S'il n'y est pas, il est forcément interdit. Donc ça donne lieu à aucune interprétation. Les produits qui sont utilisés aujourd'hui, notamment les quelques fongicides naturels qu'on peut avoir, sont utilisés uniquement en maraîchage et en arboriculture. En grande culture, on va faire simple, il n'y a rien. Donc on supprime herbicides, fongicides, insecticides, raccourcisseurs, etc. Et on supprime l'azote minéral de synthèse. Ça ne prend pas beaucoup de place sur le cahier des charges, mais vous avez tout de suite compris que les conséquences techniques et économiques derrière, elles sont très très importantes, notamment au niveau de la gestion des sols et des rotations. Le deuxième grand principe de l'agriculture biologique, c'est un principe de lien au sol et d'autonomie de l'exploitation. Alors, je vais être très franc avec vous, ce principe d'autonomie de l'exploitation, aujourd'hui, le cahier des charges de la bio, il l'a pratiquement totalement oublié. Mais ce qu'on voit, nous, en tant que techniciens, et ce que constatent les producteurs, c'est que l'exploitation qui dure dans le temps, et quand je dis dure dans le temps, c'est dure d'un point de vue technique et économique, ce sont les exploitations qui sont sur ce principe d'autonomie. Je ne confonds pas autonomie et autarcie. Peut-être qu'acheter un tout petit peu de correcteurs pour avoir des rations mieux équilibrées, avoir des animaux en meilleur état, avoir moins de problèmes de fécondité, ça peut être un bon investissement, mais c'est juste dans l'optique d'optimiser les fourrages produits sur exploitation. Je vais prendre un exemple très simple qui va tout de suite vous parler. Le soja conventionnel aujourd'hui, je n'ai pas regardé dernièrement, mais a priori 320, 340 € la tonne. Le soja bio est à 980 € la tonne. 980 € la tonne, vous aurez bien compris que même la petite cuillère, c'est relativement indigeste. Donc on utilisait peut-être un petit peu, si c'est pour avoir une ration mieux équilibrée en hiver, pourquoi pas, mais ça reste de l'ordre de l'exceptionnel. Autonomie aussi en termes de matière organique, alors ça va peut-être correspondre plus à des maraîchers, et aussi autonomie en termes de renouvellement des animaux, et notamment des génisses. Des exigences aussi très importantes liées au cahier des charges en termes de respect de l'animal. Il y a des normes sur les logements, sur l'alimentation, sur les accès extérieurs. Donc l'agriculture biologique, c'est bien ça. C'est tous ces aspects, interdiction de synthèse, lien au sol, autonomie, respect de l'animal, la réglementation sur les produits de traitement. On limite les produits de traitement vétérinaires, donc interdiction du préventif notamment, interdiction du systématique, c'est-à-dire que je ne peux pas traiter toutes les vaches avec un produit de tarissement. Je peux traiter uniquement les vaches qui sont malades, donc ça veut dire que j'ai une preuve, j'ai une analyse de cellules. Et limitation du produit de traitement allopathique, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc la bio, c'est ça, une cohérence sol-plante-animal, respect du sol, respect de l'environnement. Alors, pour aller plus loin, venons un petit peu sur ce cahier des charges. Et ce cahier des charges, pour se dire en bio, une des obligations qu'on a, c'est de se faire contrôler. Se faire contrôler par des organismes certificateurs. Ces organismes certificateurs, ils sont payés par l'agriculteur. L'agriculteur en bio paye pour se faire contrôler. Il y a actuellement 8 organismes certificateurs agréés par l'État. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 ici sur le salon, dont Qualité France et Certis. L'agriculteur paye et se fait contrôler au moins une fois par an où il est prévenu, et au moins une fois tous les 2 ans, un contrôle inopiné. La bio, j'ai fait rapidement quelques diapos qui synthétisent les principaux points du cahier des charges. Ça commence par une période de conversion. La date à laquelle commence cette conversion, c'est le producteur qui va la fixer. Il peut choisir le 1er septembre, le 1er janvier, le 15 mai. C'est au producteur de fixer la date où il commence sa conversion. Pour fixer cette date, il a 2 démarches à faire.
D'une part, choisir un organisme certificateur. Le critère de choix aujourd'hui, on va être clair, c'est le critère uniquement tarifaire. On fait faire des devis et on choisit l'organisme certificateur qui coûte le moins cher. Et on se notifie à l'agence bio. L'agence bio, c'est un organisme qui est chargé de gérer la bio en France, de l'évaluer. Et il y a une petite démarche à faire sur Internet, ce qu'on appelle la notification. On dit qui on est, les surfaces qu'on engage, le nombre d'animaux, à partir de quelle date et avec quel organisme certificateur. Le fait de faire ces deux démarches fait qu'on commence la période de conversion. Si on choisit de commencer la conversion, dans mon exemple ici, le 1er mai, le maïs que je vais semer la veille, je suis encore en conventionnel, donc je peux semer de la semence conventionnelle. Par contre, le maïs que je sème le lendemain, je suis en conversion. En conversion, je respecte à 100% le cahier des charges de la bio, et j'ai bien dit 100%. Tous les ans, j'ai des producteurs qui m'appellent en me disant « David, j'ai un problème, mais je suis en conversion, j'ai le droit à une interrogation ». Non. Tu es en conversion, tu respectes à 100% le cahier des charges de la bio. À une différence près, et une différence qui n'est quand même pas négligeable, c'est que je continue à vendre en conventionnel. Et c'est pour ça que la période de conversion, il faut la préparer techniquement. Ça, les producteurs, en général, y pensent. En tout cas, les réseaux sont là pour les accompagner. Ça se prépare aussi économiquement, parce que cette période de conversion, ça peut être une période où on a des charges induites, le coût de la certification, les semences, qu'on achète de semences en double, elles sont bio et elles coûtent beaucoup plus cher. On peut aussi avoir des diminutions de rendement. Donc attention, la période de conversion économiquement, ce n'est pas toujours la période la plus simple à passer. Comme vous l'aurez compris dans mon schéma, le C1, c'est conversion première année. Donc en toute logique, le C2, c'est du conversion deuxième année. Je vais être un petit peu précis parce qu'on en parle très souvent, notamment quand avec nos collègues on fait des visites de ferme. Je vais commencer par vous présenter la conversion simultanée. La conversion simultanée, à un instant T, on engage les terres et les animaux en conversion. Dans une conversion simultanée, 2 ans de conversion pour les terres et les animaux, et au bout des 2 ans, je vends mon lait et ma viande en bio. Tout ce que j'ai produit sur ma ferme durant la période conventionnelle, tous les fourrages, quelle que soit leur forme, de l'ensilage de maïs, du foin, tous les correcteurs, les céréales, tout ce que j'ai produit sur la ferme avant la conversion, je peux l'utiliser en C1. Tout ce que je produis en C1, je peux l'utiliser en C2. Et tout ce que j'ai produit en C2, je peux l'utiliser en bio. Parce qu'on est dans une conversion simultanée. Alors, on communique souvent sur la conversion non simultanée. Elle est possible réglementairement. Attention, prudence, il faut bien en saisir tous les impacts sur l'exploitation. La conversion non simultanée, la première année, ce sont uniquement les terres qui rentrent en conversion. Les animaux, eux, restent en conventionnel. Donc si je veux acheter du correcteur, je peux acheter du correcteur conventionnel. Je n'ai pas de limite sur les logements des animaux, je n'ai pas de limite sur les produits de traitement. Au bout d'un an, on rentre les animaux en conversion. La période de conversion d'une vache laitière, c'est 6 mois. Et au bout des 6 mois, je vends mon lait en bio. Pour la viande, en plus des 6 mois, il va falloir que l'animal reste encore 6 mois en bio et soit au moins les 3/4 de sa vie en bio pour être valorisé en bio. Ça veut dire que quelque part, on va perdre le produit viande. Le produit viande aujourd'hui en bio sur la laitière, il est plutôt minoritaire, c'est pas très grave. La grosse problématique sur une conversion non simultanée, oui, effectivement, on vend du lait bio au bout de 18 mois, mais la grosse problématique, et ça souvent les producteurs l'oublient, c'est qu'à partir du moment où les animaux rentrent en conversion, c'est 100% aliments C2, deuxième année de conversion. Si c'est du C1, c'est 20%, mais attention, c'est là la difficulté, c'est 20% de fourrage pérenne, donc uniquement des stocks d'herbes, en rubanage, foin, ensilage. Si j'ai du maïs qui est produit en C1, je ne peux pas le consommer en C2, au cours de conversion des animaux. Si j'ai des céréales produites en C1, je ne peux pas les consommer après. Donc, pour moi, dans les faits, la conversion non simultanée
correspond, si on engage les terres au 1er mai, alors au 1er mai, soyons bien d'accord, je ne suis pas à 15 jours près, mais 1er ou 15 mai, parce qu'au 1er mai de l'année suivante, les animaux rentrent en conversion, mais il faut être capable de passer quasiment en toute herbe, ou avec 20% de C1 uniquement du foin ou de l'enrubanage ou de l'ensilage d'herbe, jusqu'à la récolte de maïs suivante, si on fait le choix de garder du maïs. J'ai bien dit si on fait le choix de garder du maïs, on verra éventuellement après la place du maïs ou pas dans les systèmes bio. Il est tout à fait possible de faire du bio sans maïs, c'est pas un souci. Donc la complexité de la conversion non simultanée, effectivement, c'est de passer tout l'été sans stock d'énergie, alors que c'est une période en général où on peut avoir besoin d'énergie. Très rapidement, quelques diapos sur les productions végétales et animales. Je ne vais pas m'éterniser. Production végétale, je vous l'ai dit, on supprime tous les produits de synthèse. Et le cahier des charges m'explique que la fertilité des sols est préservée, augmentée par des rotations pluriannuelles, comprenant des légumineuses et d'autres cultures d'engrais verts et par des épandages d'effluents bio ou d'autres matières organiques. Traduit, ça veut dire concrètement que les rotations très courtes, type maïs-blé, 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 je n'ai pas le droit. En même temps, vous inquiétez pas, on ne sait pas faire. Et qu'on doit après, effectivement, valoriser par les effluents d'élevage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le cahier des charges aujourd'hui interdit explicitement l'azote minéral et l'utilisation des semences bio est obligatoire. Dans certaines conditions, on a le droit d'utiliser des semences non traitées après la récolte. Les productions animales. L'origine des animaux, bien sûr, en bio, les animaux doivent naître et être élevés en bio. S'il n'y a pas assez d'animaux en bio, j'ai le droit d'acheter des animaux en conventionnel, mais attention, c'est uniquement s'il n'y a pas d'animaux en bio. Donc, s'il y a des animaux en bio, vous n'aurez pas de dérogation. Et les animaux que j'achète en conventionnel, c'est uniquement des génisses, maximum 10% de mon troupeau initial, et des génisses qui sont à au moins 6 mois du vélage, parce qu'il faut qu'elles passent leur période de conversion avant de rentrer en salle de traite. Vous serez, je crois, assez facilement d'accord que 10%, ça ne fait pas un renouvellement dans un troupeau. Donc, si on n'élève pas ces génisses, il faut s'assurer du renouvellement. Gestion des effluents. En bio, il n'y a pas de chargement maximum. On est aux 170 unités d'azote organique qu'on connaît très bien en Bretagne, notamment via la directive nitrate. Si on dépassait les 170 unités d'azote organique, donc on a des matières organiques en trop en bio, on est dans l'obligation d'épandre sur des terres bio. Les produits de traitement, donc les traitements préventifs et systématiques sont interdits, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Pour les animaux dont la durée de vie est de plus d'1 an, une chèvre, une truie, une brebis, une vache, maximum 3 traitements par an. Je fais un traitement aujourd'hui 29 septembre, ça sera 3 traitements jusqu'au 29 septembre l'année prochaine, en année glissante. Pour les animaux dont la durée de vie est de moins d'1 an, une volaille, un poulet, un porc charcutier ou un veau, maximum 1 traitement par an. En bio, tous les délais d'attente sont systématiquement doublés. Alors, produire du lait bio. Maintenant, voyons un petit peu les conséquences techniques et économiques de ce cahier des charges, et même je dirais plus que ce cahier des charges, parce que je vais vous parler de la bio, mais dans ce principe d'autonomie de l'exploitation agricole. Produire du lait en bio, aujourd'hui en Bretagne ou dans le Grand Ouest, c'est trouver un optimum, un point d'équilibre entre 3 et je dirais même 4 points. Le premier critère que j'ai calculé quand je vais arriver sur une ferme, c'est un critère qui n'est pas forcément connu mais qui est très utilisé dans nos réseaux, c'est des litres de lait par hectare de SAU. Je vais y revenir. Deuxième critère, litres de lait par vache. Troisième critère, le chargement. Et il y a un point qui est plus important, mais Guillaume, mon collègue, y reviendra tout à l'heure, c'est sur cette notion de pâturage. Effectivement, plus on a de l'herbe, plus c'est simple à gérer en bio.
Quand on a moins de surface accessible, c'est possible, on en a la preuve aujourd'hui, mais c'est un petit peu plus complexe. Donc il y a cette question de la surface accessible. Les vaches devront revenir quelquefois une fois, mais en général 2 fois en salle de traite. Et donc la question de la surface accessible est un point très important à prendre en compte. En Bretagne, je sais qu'en moyenne, on peut produire 5000 litres de lait par hectare de SAU. Simplement, ce 5000 litres de lait, il peut être très variable. Peut-être, sur le secteur de Fougères, en Ille-et-Vilaine, 3 mètres de limon, 1400 mm d'eau par an, j'ai peut-être monté jusqu'à 6000 litres de lait par hectare. Mais peut-être que sur le secteur de Redon, petite terre, à peine 600 mm d'eau par an, je serai qu'à 4000 litres de lait par hectare. Aujourd'hui, depuis de nombreuses années, les producteurs bio ne se posent plus trop la question du quota ou de la référence. En fait, moi, pas dire ce que j'ai pas dit. Quand on peut faire sa référence ou son quota, il faut la faire. Mais s'il faut faire cette référence en achetant des fourrages et des concentrés, économiquement, c'est totalement incohérent. Et ça, toutes nos études économiques aujourd'hui le prouvent. Attention, c'est des moyennes, mais les moyennes, quelquefois, elles peuvent varier très rapidement. Je fais une étude à Martigny-Ferchaud. Il y a du later, mais quand ils ont pensé en mettre, et encore 20 cm de sable, et en plus dans une zone très séchante. Je serais peut-être à 3800 litres de lait par hectare. Si je fais une étude, 15 km plus loin, je suis à la Garge de Bretagne, j'ai 3 mètres de limon, je vais peut-être faire une étude à 5000 litres de l'hectare. Donc quelquefois, à quelques kilomètres près, le potentiel des sols varie très rapidement, et les objectifs de production, on y reviendra avec Cyril et Stéphanie tout à l'heure, doivent être vraiment en adéquation avec le potentiel des sols. Ne vous trompez pas, on n'a pas l'azote minéral, notamment au printemps, pour faire démarrer les prairies. Ça compte énormément dans le fonctionnement d'une ferme. Litre de lait par vache, souvent une question qui est posée par les producteurs. En moyenne, aujourd'hui, à Agrobio 35, les producteurs sont à 5200 litres par vache sur des systèmes autonomes. Je sais qu'on peut produire en système autonome jusqu'à 6500, peut-être 7000 litres de lait par vache. Simplement, ne nous faisons pas d'illusions. Produire 6500 litres de lait par vache sur un système autonome en lait bio, c'est le même niveau de difficulté que produire 10 ou 11 000 en conventionnel. Ce n'est pas permis à tout le monde. On peut très bien avoir des systèmes aussi tout herbe en Bretagne, ça fonctionne très bien, mais effectivement les niveaux de production sont plus bas, 4300 litres de lait. Aujourd'hui, je n'ai pas de discours sur les objectifs de production. Chaque producteur doit se fixer des objectifs. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que les 2 meilleurs résultats économiques à Agrobio 35 aujourd'hui, c'est des personnes qui vont sortir entre 90 000 et 110 000 euros de BE par UTH. Il y en a un qui est à 4 000 litres de lait par vache et l'autre à 6 500. Mais je peux aussi exactement vous dire le contraire, ou la même chose, excusez-moi, sur des gens qui sont en difficulté économique en bio. Le plus mauvais résultat économique à Agrobio 35 aujourd'hui, c'est le plus haut niveau de production par vache. Donc j'ai des résultats aussi très mauvais avec des très hauts niveaux de production et aussi très mauvais avec des faibles niveaux de production. Donc il ne faut pas se tromper d'objectif. Et attention, c'est souvent un critère qui est surestimé. 6000 litres de lait, ça paraît peut-être rien quand on est en conventionnel. C'est déjà pas simple à obtenir sur un système autonome en lait bio. Le chargement, en Ille-et-Vilaine, on navigue entre 0,9 et 1,4, une moyenne de 1,1, 1,2. Ça peut être un critère très important. On le voit ici, là, on a une période de sécheresse depuis début juillet assez intense. On va quasiment pas récolter d'herbe au printemps, à l'automne. Les animaux en trop peuvent complexifier largement le système fourrager. Et enfin, la surface accessible. L'herbe, c'est l'aliment le plus économique.
on pourra en reparler éventuellement. C'est plus simple à gérer quand on en a beaucoup. J'ai bien dit plus simple, je n'ai pas dit plus facile. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une surface accessible? En Bretagne, pour être bien, il faudrait 50 arts d'herbe accessibles par vache. Ça peut aller jusqu'à 70 à 90 sur le secteur de Redon, peut-être que 40 sur le secteur de Fougères. Aujourd'hui, on a la preuve qu'il y a des producteurs qui arrivent avec 35 arts en moyenne à bien gérer l'herbe et avoir des systèmes qui sont économiquement cohérents. Voilà pour cette introduction à cette conférence. Donc j'ai laissé la parole à Guillaume. Mon intervention elle va s'articuler autour de quelques éléments méthodaux et puis ensuite je vais vous donner les grandes tendances qu'on a observées dans ce petit échantillon de ferme, à la fois sur les aspects système fourrager et puis les performances zootechniques et économiques. Et puis après je ferai un laïus sur un zoom sur quelque chose qu'on a travaillé sur la fin du programme, qui était d'essayer de définir, d'identifier des stratégies fourragères, parce que comme le disait David juste en concluant, là il n'y a pas une façon de faire du lait bio, et donc notre objectif a été de voir un petit peu s'il se dégageait quelque chose parmi ce petit échantillon. Ouais, j'ai commencé un petit peu là tout de suite avant. Donc 2009-2011, c'était une période très favorable à la conversion bio. 2009, on était encore sur la fin de la crise, en plein dans la crise conventionnelle. Et puis aussi, David vous a parlé du règlement tout à l'heure. 2009, c'est le changement de cahier des charges, avec quelques évolutions, notamment la question du déplafonnement de l'ensilage dans la ration, qui font que en fait, ça a permis à certaines personnes de franchir le pas de la conversion, d'envisager de passer en bio. Et donc en fait, nous, on avait aussi des incertitudes sur ces nouveaux profils, comment ils vont évoluer, vers quel système ils vont aller, et nous, comment on va les accompagner, est-ce qu'on a les bons outils, et si on les a pas, comment on les développe, comment on adapte notre façon d'accompagner ces producteurs. Nous, on a pris un échantillon sur toute la Bretagne qui s'est engagé en conversion en 2009. Il y avait quelques critères qu'on avait choisis, et donc on avait travaillé notamment, on les avait choisis par rapport à la part de maïs dans la surface fourragère, parce que pour nous, par rapport à un passage en bio, c'est un élément qui va faire que la ferme, il n'y a pas que celui-ci, mais que la ferme elle est plus ou moins éloignée du cahier des charges de l'agriculture biologique. Et donc du coup, on avait des fermes avec pour une majorité d'entre elles, plus de 20% de maïs dans la surface fourragère. On verra tout à l'heure, en bio, on est plutôt entre 8 et 12 en moyenne, quoi. Voilà, donc des fermes qui faisaient que du circulon, le territoire breton, et puis du coup il y avait un partenariat avec les contrôles laitiers, donc du coup c'était des fermes qui étaient adhérentes au contrôle laitier, donc pour lesquelles on avait aussi accès à un certain nombre de données. Rapidement, on a regardé pendant 5 ans, au travers d'entretiens individuels, et puis de réunions collectives, les aspects techniques, économiques et sociaux. Et afin d'objectiver et d'être sûr qu'on parlait de la même chose quand on parlait des critères techniques et économiques, et notamment économiques, on a mouliné en fait les données des producteurs, les données comptables, dans la grille du réseau agriculture durable, qui est une grille d'analyse qui permet on redécompose un petit peu toute la comptabilité pour être sûr que quand on parle d'un coût alimentaire, on a bien les mêmes choses dedans, etc. Et puis c'est une grille aussi qui approche les résultats économiques par la notion de valeur ajoutée. Et c'est un enjeu fort quand on va en agriculture biologique, c'est un des objectifs, quoi. Ça, c'est des données qui sont donc voilà, le plus à votre gauche, c'est l'année avant conversion. Ensuite, vous avez première année de conversion, deuxième année de conversion, première année bio et deuxième année bio. Donc c'est un suivi sur 5 ans. Et donc là, vous voyez l'évolution de la surface fourragère dans la SAU. Donc ça fait écho à la question tout à l'heure. Concrètement, en bio, SAU égale SFP ou presque, quoi. Donc vous voyez, les fermes, elles étaient à 77%, donc il y avait à peu près 23% de la terre qui faisait de la culture de vente. Et puis après 2 années en bio, ça devient presque anecdotique, quoi. Et en dessous, vous avez les données moyennes de la ferme laitière bretonne, tout système confondu. Donc c'est le réseau RICA, c'est un observatoire de données technico-économiques. Et donc en parallèle, on voit bien que notre échantillon, il était à peu près dans la moyenne, et puis cette moyenne, elle s'est stabilisée au niveau Bretagne. Donc après mes graphiques, je ne sais pas si ça va être très lisible, mais je vais les commenter, je vais vous donner l'essentiel. Là c'est l'évolution de la part de maïs, donc c'est le point vert dans la surface fourragère. Du coup là on l'a mis en mode graphique. Et puis l'évolution du chargement. Donc à votre gauche, c'est toujours la moyenne du régional du RICA.
Et ensuite, vous avez l'année avant conversion, première année de conversion, deuxième année de conversion, première année bio, deuxième année bio, et RICA, donc de l'année qui correspond à la deuxième année bio. Donc concrètement, les graphiques ils seront toujours présentés comme ça. Vous aurez toujours moyen de comparer la moyenne régionale à l'année avant conversion et la deuxième année bio à la moyenne régionale, quoi, pour vous faire un petit repère. Donc là, on voit que nous, on avait un chargement dans notre échantillon qui était un peu inférieur à la moyenne régionale, mais que ce chargement, il s'est tassé un petit peu aux alentours de 1,2, 1,3 environ. Et puis que le maïs, il est passé de 25% en moyenne dans notre échantillon, avec des gens qui avaient plus de 30%, d'autres qui avaient autour de 10%. Et puis, on est arrivé à autour de 8% à peu près en moyenne dans l'échantillon, quoi. Donc concrètement, on est sur une spécialisation laitière. Ça veut dire que dans les systèmes bretons, et on peut peut-être élargir au Grand Ouest, quand on va faire du lait bio, on va se spécialiser. On va spécialiser son activité et les cultures de vente vont devenir anecdotiques, sauf cas exceptionnels de personnes qui ont des fois une ferme à une distance certaine qui fait qu'elle ne va pas être vraiment utilisée pour la production laitière, quoi. Voilà un chargement animal qui diminue. Donc là, je vais vous présenter deux indicateurs, le coût alimentaire et les frais vétérinaires. Le coût alimentaire, on en a déjà un petit peu parlé au travers de la première intervention. C'est la clé. Le lait bio, il a beau être bien payé, il n'empêche que si on a des coûts de production et un coût alimentaire qui est très élevé, économiquement, derrière, quand on analyse, c'est pas si rémunérateur que ça pour le producteur. Et donc du coup, pour avoir un coût alimentaire maîtrisé, on va reparler après de ça, de l'herbe et du pâturage. C'est la clé, ça permet de limiter ce coût alimentaire. Donc là, c'est un coût alimentaire troupeau, donc ça induit aussi, ça comprend aussi l'alimentation du renouvellement des génisses, ramené aux 1000 litres de lait vendu. Le vert clair, c'est le coût fourragé produit. Le vert foncé, c'est les achats de fourragé, les achats de fourrage, pardon. Et puis en bleu, c'est les achats de concentré. Donc concrètement, on était sur une moyenne, donc voilà, on n'est que sur 14 fermes, hein, donc c'est sûr, quand on fait des moyennes, ça peut toujours être discuté, mais on était à un coût alimentaire qui était supérieur à 100 €. Et à l'entrée en conversion, on était à peu près dans la moyenne régionale. Et après 2 années en bio, on est arrivé autour de 80 €. Et vous voyez, il y a une petite barre qui se balade à chaque fois. Ça, c'est la dispersion des fermes. Donc on voit qu'il y a une hétérogénéité forte. Et on y reviendra tout à l'heure quand je vais vous parler des stratégies. Voilà. Et alors, les coûts vétérinaires, c'est très intéressant parce que c'est un des freins à l'entrée en conversion. C'est de se dire, mais comment je vais gérer la santé de mes animaux ? Bon, déjà, le cahier des charges permet de quelques rustines quand on rencontre des difficultés. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit dans les élevages, c'est que ces rustines, elles ne sont pas du tout utilisées, ou presque, enfin très peu. On a le droit à 3 traitements sur une vache laitière sur 12 mois. J'ai pas de chiffre précis, mais en termes de ressenti, moi je pense que si on est en moyenne à 0,5 ou quelque chose comme ça sur le troupeau, c'est déjà beaucoup, quoi. Donc concrètement, les soucis sanitaires, ils diminuent avec la désintensification. C'est simple, hein, on sollicite moins l'animal. Aussi, il mange un fourrage qui est un peu plus adapté à un ruminant, hein. L'herbe, c'est quand même quelque chose qui est par excellence adapté à une vache. Et donc du coup, il y a moins de soucis métaboliques et ça se traduit par des frais vétérinaires qui diminuent fortement dans les élevages, dans la mesure où ils sont élevés au départ, quoi. Si on est déjà très bon là-dessus, ils ne vont pas diminuer de manière aussi significative. Donc là, par UGB, on est à une quarantaine d'euros. Et je crois à la vache laitière, on est autour de 60 € à peu près, suivant dans les différentes moyennes, quoi. Alors que vous voyez, à côté, en conventionnel, là, si on prend, dans tous les systèmes, si on prend cette barre-là, on est à plus de 65 € par UGB, quoi. Là, c'est la production. Donc là, ça va faire écho à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on était sur la moyenne de l'échantillon, c'était 6002. On est arrivé à 5003 une fois en bio. Donc là, ça doit faire autour de 15% à peu près de baisse. On est souvent entre 10 et 20%. Après, ça dépend du point de départ. Si vous êtes à 10 000, 20%, non, ça sera plus, quoi. C'est pas possible. Enfin, vous pouvez toujours trouver des exemples, mais après, nous, c'est la pertinence technico-économique qui nous interrogera. Là, c'est le quota. Ça, je vais passer très vite, mais concrètement, en bio, très souvent, on fait pas sa référence. Parce que à la base, c'est le fameux triangle qui vous a été présenté tout à l'heure. On va essayer de produire le maximum de lait avec la surface dont on dispose et on ne va pas recourir aux achats extérieurs. Et donc du coup, bien souvent, ça se traduit par une sous-réalisation de la référence.
C'est un frein aussi pour les producteurs, pour certains en tout cas quand ils commencent à se questionner sur la bio. Mais bon, finalement, quelques années après, quand on les questionne, le frein il est très vite dépassé. Donc là, je vais vous présenter deux ratios. Donc je vous parlais de valeur ajoutée là, quand dans la méthode d'approche qu'on a utilisée pour comment objectiver en fait comment s'est passée la conversion pour les fermes. Donc la valeur ajoutée, c'est la création de richesse par le système. Et donc du coup, donc on a le produit global de l'activité et on regarde ce qui a été créé, qui restera sur la ferme derrière pour le producteur. Et donc du coup, vous voyez, on était sur donc 2008-2009 en conventionnel, c'était pas une bonne année. Enfin, non, c'est pas ça. Je me trompe à chaque fois. C'était pas une très bonne année, bien évidemment. Donc on va dire que là, les fermes en 2008-2009, elles sont pas parties pour toutes dans de bonnes conditions financières, de bonnes situations financières. Et ce qu'on voit, c'est que concrètement, avec la conversion, elles ont maintenu, voire renforcé leur capacité à créer de la richesse avec l'atelier lait. Alors que dans le même temps, la moyenne des fermes bretonnes, elle a eu plutôt tendance à se tasser sur cet indicateur. Et après le BE, donc là on est sur la capacité du système à rémunérer le paysan, à couvrir ses annuités et à aussi autofinancer son système, à avoir une marge de sécurité, etc. Donc là c'est ramené à l'UTH familial. Avec les productions, s'il y a un petit peu de culture de vente, tout ça c'est intégré. Et donc du coup, voilà, vous voyez les barres, là, les petites barres d'erreur là, qui sont là. Il y a une hétérogénéité très forte. Ce dont on s'aperçoit, c'est que si on prend la moyenne, il y a eu une augmentation de l'EBE ramenée à l'UTH familial. Après, ce qu'on a vu aussi, c'est que les fermes qui se situaient là, à l'entrée en conversion, c'est à peu près les mêmes qui sont là une fois en bio. Donc c'est un peu pour répondre au monsieur là, qui posait la question de la situation économique tout à l'heure. Concrètement, on peut aller en bio avec une situation économique compliquée, mais voilà, on va aussi, on va pas résoudre la bio va pas résoudre la situation comme ça en 2 temps 3 mouvements. Ça peut donner une perspective, c'est sans doute souvent une réponse technique. Après, il faut bien étudier la transition parce qu'on n'en a pas trop parlé tout à l'heure. Peut-être que les producteurs témoigneront dessus, mais les années qui sont compliquées pour la conversion, c'est. Allô, oui. Surtout la deuxième année de conversion, en fait, il y a souvent financièrement une année assez tendue, quoi. Donc du coup, je pense qu'il faut que j'avance un petit peu. Ensuite, on a essayé d'approcher notre suivi de ferme et nos différentes fermes au travers de leur stratégie fourragère. Et on a regardé en fait la part des différents aliments, des différents fourrages dans la ration. Donc on est parti de la première année de conversion parce qu'on n'avait pas les données avant la conversion. Donc ça veut dire que les fermes avaient déjà plus ou moins engagé un petit système. Donc ce que je vais vous montrer, c'était sans doute plus exagéré avant l'entrée en conversion. Donc concrètement, on a donc nos fermes globalement, elles avaient avant l'entrée en conversion, j'ai dit pas mal de maïs dans la ration, un pâturage qui n'était pas toujours très développé. Et en fait, après conversion, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on avait une partie des fermes, c'était à peu près la moitié, qui était partie vers des systèmes très pâturants, plus de 50% de la ration annuelle sous forme d'herbes pâturées. Ça, quelque part, c'est ce qu'on connaissait. Donc ça nous a rassuré de voir qu'une grande majorité de ces fermes allaient vers là et on sait apporter des éléments de réponse à ces gens-là. Les producteurs ont beaucoup d'expérience en ce sens et donc du coup, il n'y a pas trop d'inquiétude. Et puis après, on avait 2 systèmes un petit peu intermédiaires. Le premier, c'est des gens qui avaient donc moins de 50% de la ration annuelle au pâturage et donc du coup qui compensaient avec des stocks d'herbes et des stocks de maïs. Et le troisième, donc ça c'était quelque chose qui était déjà existant aussi, mais qu'on a retrouvé dans cette typologie. Et le troisième système, qui était pour nous un petit peu nouveau, c'était des gens qui développaient l'affouragement en verre. Et c'était pas juste la tarupe pour aller valoriser 2 semaines au printemps avant que ça démarre, et puis 2-3 semaines à l'automne au moment où ça commence à chuter la production. C'était vraiment des gens pour qui c'était une vraie stratégie d'alimentation du troupeau, parce qu'on avait identifié des systèmes du coup avec plus de 30% de la ration annuelle en affouragement en verre. Donc 30%, si on considère qu'une vache elle mange 5 tonnes 5 de fourrage, ça fait quand même une certaine quantité. Sachant qu'on ramène du verre, donc ça fait des remorques d'autochargeuses. Donc voilà, spontanément, l'explication qu'on avait, c'est l'accessibilité au pâturage. Et c'est celle qu'on a décelée. C'est que concrètement, quand on n'a pas assez d'accessible, donc on parlait de 50 arts, peut-être 30 arts, 35 arts dans des zones très arrosées,
peut-être 70-80 arts dans des zones plus séchantes. Et ben, du coup, il faut bien aller chercher le fourrage quelque part. Donc soit on le fait sous forme de stock, ou soit on va, pendant la pousse de l'herbe, chercher à l'autochargeuse, quoi. Et donc du coup, on s'est dit, bah voilà, l'accessibilité est sans doute la principale explication. Donc là, le petit graphique, vous voyez déjà le premier en haut. C'est en vert, c'est la SFP, et en rouge, rose, c'est la surface en culture de vente. Donc ce qu'on voit, c'est que là, notre groupe, ce qu'on a appelé groupe pâturage, il dédie quasiment toute sa surface, toute sa SAU à la production de fourrage, et que les deux autres groupes, ils ont un peu plus de culture de vente. D'accord ? Ensuite, si on regarde la question de l'accessibilité, en vert, vous avez les arts accessibles par vache. En jaune, vous avez les arts pâturés par vache, parce que art accessible ne veut pas dire art pâturé, art en herbe, on est bien d'accord. Et le petit point rouge, justement, c'est le ratio art pâturé sur art accessible. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que concrètement, les gens qui étaient dans la stratégie pâturage, ils avaient à peu près 85-90% de leurs arts accessibles qui étaient en herbe et pâturés par les vaches, alors que les gens qui étaient notamment en affouragement vert, ils étaient plus près de 60-65%, quoi. Et donc en fait, il y a la rotation dans tout ça, donc c'est ça, les 10%, ça permet le renouvellement des prairies. Mais ce dont on s'est aperçu, c'est que les stratégies affouragement en vert, elles pouvaient être pertinentes, mais qu'il fallait être vigilant, parce qu'une fois que l'autochargeuse était là, on avait tendance à aller chercher de l'herbe sur l'accessible aux vaches. Et donc du coup, ça a un souci de cohérence technico-économique à nouveau. Pourquoi aller chercher de l'herbe au pied de la stabulation, alors que les vaches, elles peuvent aller le pâturer, et en même temps, elles vont épandre la matière organique, quoi. Après, on a regardé le coût alimentaire dans ces trois stratégies. Du coup, là, vous avez la situation en deuxième année de conversion. Et donc, on retrouve toujours le vert clair, c'est le coût fourragé, vert foncé, les achats, et en bleu, le concentré. Et donc, du coup, concrètement, on voit bien que la stratégie où on maximise le pâturage, elle induit des coûts alimentaires plus faibles. On est aux alentours entre 50 et 60 euros. Avec des disparités également, et que du coup on retrouve les mêmes disparités dans les autres stratégies, et surtout on retrouve des coûts alimentaires plus élevés. Et donc ça, c'est directement induit par le fait que si on mécanise, on va augmenter le coût fourragé. Donc vous voyez, on était à 38 pour la production de fourrage sur la ferme dans la stratégie pâturage, et on est à près de 60 dans la stratégie affouragement en vert. Et ensuite, ce qu'on a observé, c'est que dans les systèmes où il y a un peu plus de stock et d'affouragement en vert, on a tendance à recourir plus au concentré. La production, il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'il y a une petite différence, mais c'est pas très significatif. Du coup, là, on est sur le volet économique maintenant. Donc là, on retrouve notre ratio valeur ajoutée. Donc si vous regardez toujours ce petit graphique-là, la situation en bio, concrètement, et puis la situation avant conversion ici. Donc là, c'est le groupe pâturage, le groupe stock mixte, et puis le groupe affouragement vert. Donc si vous regardez de là à ici, finalement tout le monde a amélioré ce ratio-là, mais dans des proportions différentes. Et quelque part, là encore, on voit que les systèmes où on maximise l'herbe sont plus efficients et sont plus à même de permettre à l'agriculteur de capter de la valeur ajoutée. Et puis après, là, c'est le BE, donc on va retrouver exactement les mêmes conclusions. Avec un accroissement de l'EBE, quelle que soit la stratégie, avec la conversion bio, mais quand même avec des augmentations, des EBE plus ou moins importants en fonction de la stratégie, quoi. Voilà, donc du coup, ce qu'il faut retenir, parce que là j'ai passé pas mal de graphiques, vous n'avez peut-être pas tout bien vu, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour nous, cette étude, elle nous a permis d'enrichir nos connaissances, de confirmer que la stratégie qui maximise le pâturage, c'est la clé pour la filière biologique. Après, quand on rencontre des difficultés liées à la structure de l'exploitation, il y a des solutions, on peut recourir à plus ou moins de stock, éventuellement on peut affourager en vert. Par contre, il faut être bien conscient des conséquences que ça va induire sur le système en termes de coûts, en termes de travail, et que derrière, si on le réfléchit pas bien, ça peut à un moment donné être anti-économique. Donc voilà, et là c'est pas tout seul dans son coin, c'est au travers des groupes, etc., qu'on va arriver à avancer sur ça. Après, du coup, là, je suis allé tout de suite sur les stratégies. Ce qu'il faut retenir de tout ça aussi, c'est que concrètement, toutes ces fermes-là, la conversion bio, ça a été bénéfique pour elles. C'est des gens qui sont aujourd'hui producteurs bio depuis maintenant. Ils livrent du lait bio depuis 5 ans à peu près, 4-5 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très favorable. Après,
ça nous a permis de voir qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de faire du lait bio, et que ça nous permet aussi de dire aux gens qui sont peut-être un peu contraints sur l'accessibilité, voilà, réfléchissons ensemble à trouver le meilleur compromis, la meilleure solution, tout en sachant que cette solution, elle aura peut-être quelques limites, quoi. Voilà, efficacité, viabilité économique renforcée, autonomie renforcée. Bon, ça a été gagné sur le fait d'arrêter les cultures de vente. Des éleveurs très satisfaits, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La santé du troupeau qui n'est pas un souci. Ça, c'est vraiment, il y a eu pas mal il y a eu des choses un petit peu sur le salon, sur la santé, etc. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être rassuré. Si on part sur un système cohérent, fourrager cohérent, derrière, les animaux, ils vont être en bonne santé, quoi. Donc après, voilà, il y a des petites différences entre les stratégies. Je l'ai déjà dit. Et nous, voilà, c'est l'essence même de notre réseau. Pour nous, maximiser le pâturage, c'est un gage de robustesse du système face aux aléas. On n'est pas à l'abri d'un prix bio à un moment donné qui est peut-être un peu moins rémunérateur. Du coup, voilà, maîtrisons le coût alimentaire, les coûts de production, pour faire en sorte qu'on gagne son pain, quoi. Et il y a un petit bug. Ce que je voulais, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un contexte conventionnel qui est compliqué, qu'il y a beaucoup de producteurs conventionnels qui s'intéressent à l'agriculture biologique, et que du coup, tout ce que j'ai présenté là, ça a d'autant plus de valeur aujourd'hui pour toutes les personnes qui se questionnent. Donc, il ne faut pas hésiter à venir vers nous pour qu'on vous fasse profiter de ces conclusions, de ces expériences, qu'on vous mette en relation avec des agriculteurs. Et je pense que le témoignage qu'on aura juste après, il viendra appuyer un petit peu tout ça. Et puis ce travail, il y a une petite publication qui doit être présente sur le stand du réseau, un petit 3 pages où vous retrouverez plus en détail les différentes stratégies, etc. Donc il ne faut pas hésiter à aller les chercher. Voilà, merci. Donc on va passer au témoignage de Cyril et Stéphanie. Je vais simplement vous laisser la parole et puis vous interroger de temps en temps sur la manière dont s'est passée votre création. Donc d'une part, en 2 mots, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, présenter comment est-ce que vous êtes arrivés sur cette ferme à penser, sur quel système, quel choix vous avez fait à l'époque. Okay. Bonjour, Stéphanie, je vais commencer la présentation. Donc on s'est installé en 2010 donc sur une ferme à Pensée qui est à 25 km au sud de Rennes, sur l'axe Nantes. Donc on s'est installé après un tiers qui avait 49 hectares à l'époque, avec 230 000 litres de lait produit donc en conventionnel, donc avec du sol limono-argileux, donc un peu profond et un petit peu dur à travailler, il faut les prendre au bon moment. Donc voilà, je suis le diapo en même temps. Donc la ferme qu'on a pris en 2010-2009, elle avait 49 hectares. Il y avait 33 hectares de SFP avec une surface accessible de 49 hectares, donc la totalité. Donc c'était une ferme idéale pour nous quand on était dans nos recherches. Voilà, avec un troupeau laitier donc, qui produisait 230 000 litres de lait. Donc il faisait la totalité de son quota, avec 25 vaches laitières. Voilà ce que je peux dire, avec 8 500 litres de lait par vache. Bon, là seulement, rapidement, c'était plus basé sur le maïs, une rotation maïs-blé-prairie. Donc avec 20 hectares de prairie, 12 hectares de maïs et 12 hectares de blé. Donc là, c'est le plan de la ferme. Toutes les terres se trouvent autour. On distingue mal, nous on connaît, mais voilà. Les petits carrés où il montre David, ce sont les bâtiments de la ferme. Donc les parcelles les plus éloignées sont soit une demi-heure de marche. Donc nous, le choix de la bio, c'était quelque chose qu'on avait en tête depuis qu'on se connaît en fait. Et quand on a eu le projet de s'installer, on ne se voyait pas prendre le pulvé pour aller tendre de pesticides. Enfin, c'était pas un truc qui nous motivait. Donc c'est un choix éthique d'abord. On avait une volonté aussi de donner un sens plus large à notre métier. C'est vraiment quelque chose d'important, je trouve, de produire sainement dans un respect de l'humain, de nous-mêmes, de l'environnement et de nos animaux.
Ça, c'était important. La recherche d'autonomie, c'est aussi quelque chose qui va de soi, en fait, en bio. Donc, il y a l'autonomie fourragère, mais il y a aussi l'autonomie décisionnelle, je trouve, qui est vachement importante. Parce qu'on a vraiment l'impression de décider par nous-mêmes nos choix, quoi. Personne ne vient nous dire il faut plutôt mettre ci, mettre ça sur tes terres, quoi. Voilà, donc volonté de travailler un système herbagé, donc la recherche d'un parcellaire groupé, ça s'explique quand on cherchait une ferme. On a visité 8 à 10 fermes avant de trouver celle-ci. Celle-ci nous a vraiment tapé dans l'œil. Donc on a fait l'installation et la conversion donc simultanément, en même temps. Donc je vais passer la parole à Cyril. Donc, comme Stéphanie le disait, l'exploitation qu'on a repris était assez intensive en fait. Et donc, il y avait, sur les 49 hectares, il y avait 12 hectares de maïs, 12 hectares de blé, 4 hectares d'orge et le reste en prairie. Nous, du coup, on s'est installé, on avait vu la ferme qui avait 49 hectares groupés. On a eu l'opportunité, après en 2012, de reprendre presque 15 hectares, donc on arrive à 63 hectares. On se voyait mal faire autant de céréales, autant de maïs, alors qu'on avait toutes les terres autour pour faire sortir les vaches. Alors, précision importante, Cyril, ces hectares étaient à quelle distance du siège d'exploitation? Est-ce qu'ils étaient accessibles ou pas? Les 15 hectares? Oui. Ils sont sur le plan en fait, qui a été mis tout à l'heure. Donc en fait, ce qu'on a repris, il y a la parcelle qui est tout à droite là, il y a 5 hectares 98. Il y a une qui est tout à gauche, il y a 3 hectares 80, mais bon, on avait celle d'à côté, donc ça allait. Et puis en bas à gauche, juste en dessous à gauche, il y a ces deux petites parcelles-là qu'on a repris aussi en même temps, quoi. Donc des surfaces qui étaient accessibles, si ça avait été des parcelles qui auraient été à une dizaine de kilomètres, vous les auriez pris ou pas? Non. On pouvait en prendre même encore un petit peu plus. Il y avait une parcelle de 2,5 hectares à retourner un petit peu sur le bourg. Et nous, ça nous confortait déjà avec ce qu'on avait. On s'est dit, l'autre parcelle, on ne pourra pas faire du pâturage. Même celle de 6 hectares, déjà, on ne peut pas faire du pâturage. Bon, après, il y a 6 hectares d'un seul tenant. On n'allait pas faire trop la fine bouche non plus, quoi. Donc ça a modifié un peu de notre assolement. Donc on est parti, maintenant on est à peu près dans un rythme de croisière, parce qu'on a fait plusieurs essais depuis qu'on est installé. On arrive au jour d'aujourd'hui entre 7 et 8 hectares de maïs, autant de mélanges céréaliers, et le reste en prairie. Donc dans les prairies, on a à peu près 4 hectares de luzerne qu'on travaille avec la copédome, qu'on récupère en bouchon déshydraté, quoi. Donc au niveau du pâturage, on fonctionne, nous, donc on avait lu un peu, on s'est beaucoup formé, donc, en partie avec David Roy pendant la conversion et puis même après la conversion. J'ai toujours quelques questions à poser au niveau du pâturage, au niveau de la conduite des cultures aussi. Donc on a mis tout un système de pâturage sur la ferme, donc pâturage tournant. On a calculé la surface des paddocks par rapport au nombre de vaches et aux arts accessibles. Et donc on reste à peu près 4 jours sur paddock, parce qu'on dit qu'après 4 jours, l'herbe commence à repousser au printemps, donc il ne faut pas trop les faire traîner sur le paddock pour pas qu'elles mangent que de l'herbe fraîche. Et on a un temps de retour sur prairie qui est aux alentours de 40 jours. Donc on pourrait faire moins, mais après, nous on a la possibilité de faire 40 jours, parce que c'est à peu près l'optimum qu'on a entre la qualité et la quantité, quoi. C'est là qu'elle est la mieux équilibrée. Donc on est 2 sur l'exploitation, on est associé à 50-50. On travaille avec le collecteur Biolay. Donc c'est un groupement de producteurs laitiers qui est originaire à la base de Loire-Atlantique et Morbihan, et qui s'est développé maintenant dans toute la France. Donc on produit 230 000 litres de lait au jour d'aujourd'hui. Donc même l'année dernière, on a produit 200 000 litres de lait. Et donc on parlait du chargement en fait par hectare de CFP. Donc c'est vrai que dans notre région, on ne peut pas dépasser plus d'un EGB à l'hectare, pardon. Après, on pourrait faire un peu plus de lait. Nous, on a fait le choix de conforter notre système quand on a repris les 15 hectares pour être assuré en fourrage.
Parce qu'une année comme cette année, c'est vrai que l'année dernière, on a vendu un petit peu de fourrage. Une année comme cette année, on passe l'année comme les autres années, on va faire autant de litrage et on sait qu'on ne va pas manquer de fourrage, quoi. Donc ça, c'était un choix dans notre fonction de travail, quoi. Voilà, donc on a 35 vaches laitières, principalement des Holstein, quelques jersiaises et croisées jersiaises, un peu de bretonne aussi. Mais on a 95% du troupeau qui est en Holstein. C'était la race qu'il y avait déjà sur l'exploitation auparavant, quoi. Et on produit en moyenne 6000 litres de lait par vache à des taux moyens, quoi, 32-39. La place du maïs, comment vous la concevez aujourd'hui dans votre système? Elle nous semble quand même assez indispensable. On voulait pas, on se voyait mal partir en toute herbe quand même, même si on a tout accessible. Moi, je trouve que c'est quand même un confort de maintenir les vaches en lait quand même l'hiver et puis aussi en état, parce qu'on a des vélages quand même toute l'année. Et je trouve pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire le maïs en bio, à condition de le faire après une vieille prairie. Donc ce que je dis vieille prairie, c'est minimum 5 ans, 5-7 ans. On a quand même du rendement assuré et puis une parcelle qui reste assez propre. Bon, à part quand même cette année qui est quand même assez exceptionnelle, où que les passages de RC tri et de bineuse étaient très très limités et ça s'est fait au mois de juin. La semaine qu'il fallait le faire dans l'idéal, c'était la semaine qu'il a plu, quoi. Donc on l'a fait la semaine d'après. Il y a des parcelles où ça s'est bien passé, il y a des parcelles beaucoup moins. Et la place du maïs dans la ration, comment est-ce que vous le distribuez, à quelle quantité? On le distribue, donc on fait une partie, en fait, on fait les 3/4 en ensilage et après le quart restant en déshydraté, donc soit en plante entière, soit maïs épi. On avait fait le choix de faire du déshydraté, c'était aussi pour en donner, faire de l'alimentation pour les petits veaux et génisses, quoi. Parce qu'on voulait être autonome le maximum. Et c'est vrai que l'ensilage maïs pour les petits veaux, c'est pas terrible. Le mélange céréalier, c'est pareil, c'est pas super. Et donc, sinon, au niveau de la ration des vaches, on essaye de ne pas dépasser 7 kg de matière sèche de maïs. Donc, elles ont principalement l'ensilage maïs. On va commencer à peu près dans un mois, jusqu'à peu près mi-avril, quoi. Et entre les deux, c'est le bouchon qui fait le tampon, quoi. Alors pourquoi tu te fixes cette limite des 7 kilos de maïs dans la ration? Pour l'équilibrer, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, par rapport... vu que nous, on essaie d'être autonome à 100%, donc on apporte de la luzerne pour complémenter le maïs, mais bon, on n'a pas autant de résultats qu'avec le soja. Et, on avait commencé au début qu'on était installé en achetant du soja Févrole, parce que vu le prix du soja, on ne voulait pas trop se lancer dans le soja pur. Donc on avait 60% de soja, 40% de Févrole, on arrivait à 780 € la tonne, il me semble, quoi. Et c'est clair qu'on ne mettait pas une cuillère de plus, hein, comme disait David, on comptait les cuillères, quoi. Et donc tu viens de présenter ta ration, grosso modo aujourd'hui vous arrivez à fermer le silo en moyenne 4-5 mois dans l'année? Ouais, ça va être un peu moins cette année. L'année dernière ça a été un peu plus. L'année dernière on a réussi à faire pâturer les vaches en plein pâturage jusqu'à début décembre et on a fini le pâturage le 10 janvier de cette année du coup. Et donc c'était quand même exceptionnel, mais c'est vrai que quand on est parti sur un système pâturant, on voit en fait ce qu'a présenté Guillaume par rapport en fait les coûts alimentaires qui sont plus faibles. Nous on avait fait le choix dès le départ d'avoir des terres accessibles, donc on avait trouvé la ferme en fonction. Mais c'est vrai que quand on est pris dans le truc, on se rend compte qu'au fil des années, le pâturage c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, même au niveau de travail. Et au niveau coût global en fait, alimentaire, quoi. Alors, avec quelques années de recul maintenant, le passage en bio, qu'est-ce que ça donne? On ne ferait pas machine arrière, hein. C'est vrai que même sans la conjoncture actuelle, c'est vrai qu'on... Enfin, comme disait Steph, on mangeait bio avant, on voulait passer en bio un moment de temps, et c'est vrai que là on a pu le faire dès le début. Enfin, on a fait le choix de le faire aussi dès le début. Et
C'est vrai qu'au niveau de la technique, c'est ce qui nous inquiétait le plus parce que les fermes de nos parents étaient en conventionnel, enfin sont en conventionnel, et c'est vrai qu'on avait très peu de repères technico-économiques sur la bio. Et du coup, en fait, on avait quand même Agrobio qui nous a beaucoup soutenu pendant notre étude et au début de l'installation. Et c'est vrai que même au jour d'aujourd'hui, quand on a des questions, on n'hésite pas à appeler. Et après, ce qui est important, c'est de faire partie de groupes d'échange, je pense, parce qu'on a tous des échecs à un moment de temps, et c'est vrai que quand on en discute avec d'autres, on se rend compte que bon, ça vient pas forcément que nous, enfin, je veux dire la personne, quoi. On rencontre tous des problèmes, et des fois, ça vient pas forcément que de nous, c'est aussi la météo qui fait que. D'ailleurs, c'est vraiment le gros point, je pense, au quotidien, quoi. C'est la météo, qu'est-ce qu'elle va nous faire, quoi. Donc là, je voyais une ligne supprimer le RGI. C'est vrai qu'on nous l'avait dit en s'installant que le RGI, c'était pas ce qu'il y a de mieux. Alors que moi, je voyais avant de m'installer, je m'étais dit, le RGI, ça peut peut-être être pas mal en bio parce qu'il y a du rendement, mais sauf que s'il n'y a pas d'eau et surtout s'il n'y a pas d'azote, tu sors pas grand-chose, quoi. Et voilà, en gros, au niveau de la difficulté technique, c'est vrai que le maïs, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, la condition de faire après des vieilles prairies, quoi. Même sur des terres éloignées, on essaye de faire des prairies de fauche, mais qui durent minimum 3 à 4 ans, pour pouvoir s'assurer après de la propreté du maïs derrière et même des mélanges céréaliers, quoi. Alors pour terminer, vous n'êtes pas obligé de donner de chiffres, mais grosso modo, effectivement, passage en bio, on a aussi envie d'en vivre. Économiquement, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Est-ce que vous y retrouvez dans ce que vous faites? Oui, c'est vrai qu'on a investi depuis qu'on s'est installé, parce qu'il y avait la mise aux normes à faire sur l'exploitation. On a refait un peu de bâtiments, un peu de... on a fait pour se mettre dans de bonnes conditions de travail, parce que ça faisait partie de nos objectifs. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on rembourse 30 000 euros, un peu plus de 30 000 euros d'annuité. Et par rapport à l'ABE qu'on sort, ça passe, quoi. On a une valeur ajoutée sur la production qui est aux alentours de 55-60%, quoi. Merci pour ce témoignage.